Et du coup, j'aimerais bien qu'on aborde maintenant comment nos émotions, comment notre cerveau reptilien guide en réalité notre cognition. Parce que il y a encore cette idée un petit peu trop répandue que les émotions sont antithétiques à la raison, que soit on est émotionnel, soit on est rationnel. Et du coup, j'aimerais bien qu'on voit comment est-ce que les émotions guident notre cognition et quel rôle elles jouent en réalité dans notre façon de réfléchir. Je vais avoir un point de vue qui commence quand même à être très largement répandu dans la communauté scientifique qui travaille sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas les cognitions et les émotions. Pour moi, ça, c'est une hérésie. Je ne sais même pas comment on arrive à concevoir ça, parce qu'il n'y a aucune base, que ce soit en termes de résultats ou même en termes, j'allais dire, presque de bon sens scientifique de fonctionnement qui pourrait expliquer ça. C'est-à-dire les émotions, c'est une part à part entière, c'est une partie de la cognition. Voilà. Donc il n'y a pas les cognitions d'un côté et les émotions de l'autre. En tout cas, dans l'acceptation qu'on a du terme de cognition moderne. Donc, c'est-à-dire l'idée de prendre des informations, de les traiter et de fabriquer des comportements avec. Donc, en fait, cette relation entre les émotions et la raison, on va dire, alors c'est évidemment il y a un chercheur célèbre qui s'appelle Antonio Damasio qui a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, en fait, qui a souvent été critiqué bizarrement pas tellement sur ce qu'il mentionne comme type de fonctionnement, mais plus sur le titre du bouquin, en disant beaucoup de gens disent ouais, mais il a rien compris à Descartes. Bon, il a, pour le coup, Damasio a répondu à ces critiques-là de façon quand même partiellement convaincante, quoi. C'est parce que je trouve que les gens qui critiquent le titre du livre ont aussi une vision de Descartes qui me semble un peu extrême de l'autre côté. C'est-à-dire, il y a quand même un peu cette quand même, et ça date pas du tout de Descartes, cette dissociation entre raison et émotion. Elle est beaucoup plus antérieure que ça. Elle a été très influencée par la religion aussi, en particulier les religions monothéistes, avec l'idée que finalement, les émotions, forcément, parce que quand on a des émotions fortes, on est moins contrôlable. Donc, si l'idée c'est de se soumettre à une entité supérieure, on s'en éloigne. Donc, moi, il y a un bouquin que je conseille de lire, ou au moins à voir le film, c'est Le nom de la rose d'Umberto Eco et le film de Jean-Jacques Hano, parce que on voit bien quelque part dans ce film-là à quel point, alors je vais pas spoiler le film, hein, je vous conseille d'aller le voir, ou encore mieux de lire le livre de Eco, et à quel point on voit que les émotions, notamment la joie ou le rire, sont des choses qui, pour certains intégristes religieux de l'époque, éloignaient de Dieu. Donc, et en fait, il y a cette notion-là, c'est une notion qu'on retrouve d'abord dès l'Antiquité, qu'on retrouve très fortement chez Saint Augustin aussi, ce qui est assez logique vu l'impact de la religion, mais qui a complètement traversé les époques et qui continue à être finalement dans son acceptation grand public tout aussi forte qu'avant, l'idée que on a de côté la raison, de l'autre côté les émotions, ce qui correspond en fait pas du tout à la réalité, et qui en plus permet en général de mettre des jolis stéréotypes dessus, en particulier des stéréotypes sexistes, du style, ben voilà, les femmes elles sont émotionnelles, donc en général le raisonnement est pas terrible. Donc, ce qui en dit long quand même sur le biais quand même de ce concept-là. Alors qu'en fait, on s'aperçoit, et Damasio l'a montré de façon très claire, mais il n'a pas été le premier à identifier ça, qu'on a absolument besoin des émotions pour faire du raisonnement. Et j'allais dire, paradoxalement, de façon un peu, on va dire, anti-intuitive, contre-intuitive, plus en fait la prise de décision va être complexe et plus on va avoir besoin des émotions. Parce que quand on a une prise de décision complexe, c'est-à-dire que quand la solution ne s'impose pas à nous de façon évidente, quand on a un choix à faire entre deux solutions où il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, en fait, souvent, en particulier quand c'est quelque chose d'important pour nous, c'est les émotions qui vont être capables de nous pousser en général vers la bonne solution. Et j'en discutais encore avec mes étudiants en master il n'y a pas longtemps parce qu'ils me disaient oui, mais quand même, et il disait de façon tout à fait pertinente, parce que ça correspond à certaines expériences, parfois quand on prend des décisions sous l'effet de la colère et de la peur, c'est pas les bonnes. Ce qui est vrai. Il faut pas oublier qu'il y a un biais là-dedans. C'est qu'on va se souvenir justement des fois où on a pris la mauvaise décision parce qu'on était en colère ou on avait peur. On va rarement se souvenir des fois où on a pris la bonne décision parce qu'on était en colère ou on avait peur. Et alors, sans même pas, alors ça c'est des émotions les plus spectaculaires, elles sont pas forcément toujours les plus utiles pour prendre des décisions. C'est parfois de l'ordre de ça, de peur et colère, mais d'une version un peu plus
un peu plus édulcoré, on va dire, ça va être une crainte ou une attraction, on va dire, ou un désagrément, mais c'est pas forcément aussi important. Mais ça nous est tous arrivé aussi, dans une interaction par exemple sociale, de se mettre en colère et d'avoir un résultat positif en face. De, par exemple, se faire respecter ou de montrer qu'on ne sait pas marcher sur les pieds. Et en fait, on va constater que parfois, le résultat de ça, c'était la bonne décision. En fait. Et parfois pas. Mais on va avoir dans la représentation grand public de ça, systématiquement que la version négative. C'est-à-dire souvent se dire, voilà, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'étais en colère, parce qu'on va en fait analyser ça à long terme et on va s'apercevoir que c'était, peut-être à ce coup-ci, c'était pas la bonne idée, mais c'est rarement aussi linéaire que ça. Et ce que montre Damasio et d'autres chercheurs aussi, c'est que quand on a des structures cérébrales qui ont été impactées par des lésions, par exemple, par des tumeurs ou des opérations post-tumeurs, notamment du côté du cortex préfrontal, on va avoir des gens qui ont l'air en apparence totalement normaux, c'est-à-dire que ça a été tout l'enjeu de ces recherches-là, c'est que c'était des patients, y compris des patients, alors un des patients célèbres que mentionne Damasio, c'est Elliott, mais on a ce genre de comportement chez beaucoup de patients avec des lésions frontales, ce qu'on appelle un syndrome frontal. Donc dans le cas d'Elliott, il avait une tumeur au niveau frontal, préfrontal, et on lui a enlevé. Donc il avait une partie du cerveau qu'on avait enlevé au niveau frontal. Et quand on lui faisait passer les tests, toute la batterie de tests classiques qu'on peut passer sur le langage, la mémoire, etc., on s'apercevait, y compris la prise de décision de façon, on va dire, avec les tests classiques, on s'apercevait que non seulement il n'était pas déficitaire, mais il était très performant. Et pourtant, quand on regardait sa vie au quotidien, on voyait que sa vie avait complètement basculé. Et c'est-à-dire ça faisait des années qu'il prenait les mauvaises décisions pour sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et que ça avait engendré de très graves conséquences sur son confort, on va dire. Et en fait, l'une des théories de Damasio, qui à mon avis, on peut discuter du détail de sa théorie, mais en tout cas, l'idée derrière, c'est de dire, en fait, quand on est confronté à deux décisions complexes, en fait, les émotions basées sur notre vécu, sur toutes les expériences qu'on a accumulées dans notre vie, vont nous pousser, même sans qu'on on va dire ce que les Américains ou les Anglais appellent le gut feeling, c'est-à-dire le ressenti des tripes, et ça correspond vraiment à une réalité scientifique, c'est-à-dire que vous allez avoir ce que Damasio appelle des marqueurs somatiques, c'est-à-dire une petite sensation, on va dire, comme si un petit stress, positif ou négatif, qui vous guide vers une décision ou une autre. Et on va s'apercevoir que si on n'a pas ça, en fait, on va devoir faire une comparaison, mais très froide, de la situation. On dit alors voilà les plus, voilà les moins, sauf que ça c'est super lent, c'est complexe et le résultat souvent est mauvais. Parce que c'est trop complexe en fait à analyser sans qu'on ait une petite aide basée sur tout notre vécu de dire non mais c'est vers là que tu veux aller. Et souvent la petite expérience que je mentionne à mes étudiants, c'est quand vraiment on est face à un choix et on n'arrive pas à trancher. La solution, c'est de tirer à pile ou face. Non pas pour que la pièce nous dise quel choix il faut faire, mais pour être attentif à son ressenti quand la pièce va tomber. C'est-à-dire dire voilà, face, je prends la décision A, B, pile, je prends la décision B. On s'en fiche de si c'est pile ou face. L'important, c'est qu'est-ce que je ressens quand la pièce tombe et que je vois. Si je vois que c'est face et je fais, tu vois, c'est pas très flagrant comme sentiment. Tu sens que petit désagrément, en fait, c'est l'autre décision qu'il fallait prendre. Et si au contraire, tu as un petit sourire, tu vois, tu te sens presque sourire de l'intérieur, c'est par là. Ça, c'est ce qu'on appelle le gut feeling, et ça correspond en fait au fait que on parle de gut feeling, mais c'est aussi des structures très récentes au niveau cérébral qui sont en action ici aussi, et qui en fait vont te pousser. Donc en fait, pour faire de la rationalité, on a très souvent besoin de nos émotions. Et l'idée de dire que quelqu'un qui est très froid, comme ça, qui ressent pas les émotions, va systématiquement prendre les bonnes décisions, c'est totalement faux. D'accord. En tout cas, sauf si évidemment c'est sur des tâches très répétitives où il faut prendre une décision rapidement, mais c'est une tâche qu'on maîtrise vraiment bien. Mais ça, c'est pas si souvent que ça dans la vie. D'accord. C'est-à-dire le stress, ça va booster la performance si c'est sur des tâches qu'on maîtrise bien. Et dès qu'on va être sur quelque chose qui est un peu plus inhabituel, là, on va vraiment en avoir besoin, quoi. Ça va pas toujours être performant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on les a pas, c'est bien pire. D'accord. Donc l'idée de distinguer rationalité et émotion, à mon avis, c'est une erreur. Dans la plupart des expériences, on va dire, quotidiennes qu'on a. Sans émotion, c'est un petit peu comme si on n'avait plus à donner un poids aux événements, un petit peu comme si on n'avait plus une hiérarchie des faits, qu'on n'avait plus à les hiérarchiser proprement,
Et du coup, la conséquence de ça, c'est que le moindre fait, même inutile, devient tout aussi important qu'un fait majeur, et donc on n'arrive plus à décider puisqu'il y a trop de choses à prendre en compte, on n'arrive plus à discriminer. Exactement, tu as employé le bon terme, c'est le terme de poids en fait. Parce que l'idée, c'est que si tu n'as pas d'émotion, en fait, tu apprends pas de tes erreurs. Hmm. L'idée derrière la théorie de Damasio, c'est ça, c'est d'apprendre de ses erreurs. C'est de dire, OK, j'ai déjà rencontré ce contexte-là avant ou quelque chose de très similaire. J'avais pris telle décision et quand je vois et au fur et à mesure des conséquences de cette décision, j'ai développé un sentiment positif ou négatif et je me souviens de ça. Et maintenant, je me retrouve dans un contexte qui ressemble pas mal à ça, où je dois prendre une décision qui est un peu similaire. Sur la base de mon vécu, qu'est-ce que je ressens en fait? Est-ce que c'est quelque chose je me dis, bah, si je prends cette décision-là, c'est quoi le type de souvenir que j'invoque plus ou moins consciemment? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une connotation positive ou négative? D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que c'est le système parfait et ça ne veut pas dire que c'est le système qui marche, on va dire, en un essai. C'est-à-dire, si on apprenait nos erreurs au premier coup, voilà, ce serait facile la vie. Ce serait triste, probablement, mais ce serait facile. C'est-à-dire, donc, voilà, et c'est le comparaison que je prends souvent en cours, c'est, voilà, c'est, on a fait une rupture amoureuse, voilà, c'était pas la bonne personne, clairement, pour différentes raisons. Et puis, je rencontre une autre personne, bon, là, éventuellement, j'ai un peu appris quand même ce qui me correspond ou pas. Maintenant, si on fait pas bien ça, ben, en fait, on enchaîne les relations qui se ressemblent vraiment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on s'aperçoit qu'on a toujours choisi le même type de personne et qu'on continue à aller dans le mur, bah, il faut peut-être se poser quelques questions. Et c'est là où les émotions sont importantes aussi. C'est celles qui vont être capables de nous dire, dès qu'on rencontre la personne, qui vont faire sonner un petit signal en disant, ça, je connais. Et c'est pas une bonne idée. D'accord. Donc, et ça, sans les émotions, je vois pas comment on fait ça. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un et puis on est une espèce d'animal froid en mode robot sans intelligence artificielle. On dit alors voilà les plus, voilà les moins. Ben tiens, je choisis. Ouais, sauf que c'est exactement ça que tu as fait les 4 fois précédentes et ça a donné systématiquement un mauvais résultat. Pourquoi? Parce que t'as pas d'émotion.